Vous trouvez vraiment que le trade de Ja Morant à Portland a du sens, vous? Parce que honnêtement, plus je le regarde et plus j'ai l'impression que personne n'en sort vraiment gagnant. Pourtant, on parle de Ja Morant, un mec qui, il y a pas si longtemps, était censé devenir l'un des futurs visages de la ligue. Aujourd'hui, Memphis l'envoie à Portland contre une contrepartie franchement légère. On se doutait que sa valeur était basse, mais à ce point, vraiment? C'est une vraie question, et c'est aussi pour ça que ce deal est aussi fascinant, parce qu'il soulève plein de doutes, côté Grizzlies comme côté Blazers. En attendant, vous l'avez sûrement vu, les sondages Instagram sont toujours en pause pendant l'off-season. Mais allez quand même me suivre là-bas, ça reste le réseau où je suis le plus actif, où je vous réponds le plus et où vous pourrez être au courant de toute mon actu pendant l'été. Puis pareil, si vous aimez ce genre d'analyse à chaud, pensez aussi à vous abonner ici, parce que ça se peut encore qu'il y ait quelques dingueries qui tombent dans les prochains jours. Mais ouais, aujourd'hui, la question principale, elle est simple. Est-ce que ce trade tient vraiment debout? Memphis tourne la page Morant, Portland saute sur l'occasion avec déjà 4000 arrières dans le roster, et au milieu de tout ça, on doit essayer de comprendre s'il y a un vrai gagnant. Plus j'ai observé le dossier, plus je me suis dit que la situation était sûrement bien plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Bref, on a pas mal de choses à décortiquer, donc installez-vous bien, nous on va tenter de démêler tout ce bourbier. Déjà, partons de la base, c'est quoi le deal exactement? Les Grizzlies envoient Ja Morant à Portland, en échange ils récupèrent Jeremy Grant, Chris Murray, et c'est tout. Pas de premier tour, pas de deuxième tour, pas de swap, pas de jeune intouchable, juste deux noms contre un autre. Déjà rien que là, tu bloques 2 secondes, parce qu'avec Morant, on parle pas d'un role-player random, on parle d'un joueur qui, il y a quelques saisons, était encore vu comme l'un des futurs visages potentiels de la NBA. Donc avant de juger, et après je vais pas me priver pour le faire, on va poser quelques pièces sur la table. Portland met la main sur Ja Morant, 26 ans, rookie de l'année en 2020, 2 fois All-Star, All-NBA en 2022. Son CV reste énorme. En carrière, il tourne à plus de 22 points et plus de 7 passes. À son meilleur niveau, c'est l'un des meneurs les plus explosifs de la ligue, capable d'attaquer le cercle et de créer des décalages quasiment tout seul. Un mec capable d'être très fort en somme. Sauf que là, je parle surtout du Ja Morant de ses grandes années. La saison dernière, il n'a joué que 20 matchs et 79 au total sur les 3 dernières années. Donc oui, les stats restent correctes, presque 20 points, plus de 8 passes, mais l'efficacité a baissé, l'adresse à 3 points a chuté, et surtout il n'a plus enchaîné une vraie saison depuis bien longtemps maintenant. Portland récupère donc un talent immense, évidemment, mais aussi tout un paquet de questions qui vont avec. Et forcément, en plus de ça, le mec n'arrive pas avec un petit contrat tout mignon. Joe Cronin récupère dans sa masse salariale un Morant encore engagé pour 2 saisons à plus de 42 millions, puis quasiment 45 millions. Donc le pari n'est pas gratuit, même s'il ne dure pas 5 ans non plus. Et surtout, il arrive dans une équipe où il y a déjà Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe dans le backcourt. Alors avant même de parler basket, la première question c'est que faire de tout cet embouteillage? Dans l'autre sens, Memphis ne repart pas non plus les mains vides. Le nom principal qui débarque, c'est Jeremy Grant. À 32 ans, c'est un ailier confirmé, passé de role-player précieux à option offensive importante selon les équipes dans lesquelles il est passé. La saison dernière, il tournait encore à environ 19 points, avec une belle adresse extérieure. Memphis récupère donc du scoring, du spacing et de l'expérience, mais aussi son contrat. Plus de 34 millions cette saison, avec une player option à plus de 36 millions l'année suivante. Et derrière, qui l'accompagne, il y a aussi Chris Murray. Lui, c'est un profil totalement différent. Il a 25 ans, c'est un ailier de rotation drafté en 2023, le frère jumeau de Keegan Murray. Jusqu'ici, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer à Portland. Il apporte de la taille, un peu de défense, de l'activité, mais offensivement, il reste très limité. C'est un mec qui prend quasiment la moitié de ses tirs derrière la ligne à 3 points, et qui n'en met que 27%. Il est encore sous contrat rookie, et représente davantage un pari de développement qu'une vraie pièce majeure. Donc forcément, derrière, les questions arrivent. Pourquoi Memphis accepte si peu pour un joueur de seulement 26 ans? Pourquoi Portland ajoute encore un meneur dans un backcourt qui est déjà plein à craquer? Puis Grant, lui, il arrive dans le Tennessee pour jouer, pour rester, ou alors juste pour faire coucou? Et surtout, Ja Morant, avec un nouveau départ, est-ce qu'il peut redevenir le Ja Morant qu'on connaît, celui qu'on aime, avec un vrai niveau et une hype de malade? Mais on va essayer de répondre à tout ça, ça va pas être simple. Et pour commencer, pour Memphis, ce trade, je pense que c'est une vraie rupture. Les Grizzlies ne font pas juste partir un meneur All-Star, ils ferment une époque. Bane est déjà parti, Jaren Jackson Jr. aussi, et Morant était le dernier visage de ce noyau qui avait fait croire, pendant un moment, que Memphis allait devenir une vraie puissance à l'ouest. Sauf qu'avec les blessures, les suspensions, l'image et les tensions autour du projet, Ja n'était plus vraiment un pilier, il était plutôt devenu un paria, une distraction. Et pour moi, le cœur du deal, il est là, les Grizzlies veulent passer
passer à autre chose. Memphis vient de drafter Cameron Boozer avec le choix 3 et on sent que la franchise veut repartir sur une nouvelle timeline, avec Edey, Aldama, Coward, Wells, Stewart, Clayton, Spencer ou Pippen Jr., c'est plus l'équipe de Ja, c'est un groupe jeune, un peu brut, qui a besoin de jouer, de se tromper, d'avoir des minutes. Garder Moren, c'était rester entre deux eaux, on relance l'ancienne star ou on démarre vraiment un nouveau truc autour de Boozer. Memphis a tranché, ce sera le nouveau cycle, mais c'est pas pour ça non plus que dans le salary cap il se déleste totalement. Les Grizzlies économisent un peu, oui, mais Jerami Grant il a un vrai contrat lui aussi, il coûte cher. En gros, il gomme le risque Morant pour prendre un risque plus classique, un vétéran cher lui aussi, mais sûrement beaucoup plus facile à gérer au quotidien. Maintenant, faut le dire quand même, malgré son contrat et son âge, Jerami Grant reste un vrai joueur NBA. À 32 ans, il peut encore rendre service, il peut être titulaire ou sortir du banc, il peut shooter, défendre plusieurs postes et apporter une présence vétéran dans un vestiaire très jeune. Pour Cameron Boozer, ça peut même être utile au départ. Demander à un rookie, même ultra talentueux, de porter toute l'attaque dès le début, ça peut être violent. Grant peut prendre en main des possessions et stabiliser certaines séquences. Là où ça peut coincer un peu, par contre, c'est au niveau de la timeline. Memphis ne va évidemment pas construire son futur projet autour de Grant. Pour moi, c'est plus un vétéran de passage. Soit il joue, il accompagne les jeunes et évite que l'équipe parte dans tous les sens, soit il repart assez vite dans un autre trade si une équipe compétitive cherche un ailier expérimenté. Mais le vendre comme une vraie pièce du futur projet Grizzlies, non, là on se mentirait un peu. L'arrivée de Chris Murray par contre elle est pas folle, mais au moins on comprend encore mieux le projet du Tennessee. On l'a dit, on parle d'un joueur qui doit encore prouver qu'il peut vraiment exister offensivement. La saison dernière, il tournait à environ 6 points et son adresse extérieure restait un gros point d'interrogation. Dans une équipe jeune, il aura peut-être plus d'opportunités qu'à Portland, mais là aussi soyons clairs, Memphis ne récupère pas un futur titulaire évident avec lui, il récupère surtout un jeune de plus à tester. Donc oui, il peut avoir une utilité, mais faut doser, il va pas changer la phase de la franchise. Grant peut jouer sur les postes 3 et 4 autour de Boozer, Aldama, Stewart ou Edey. Murray, lui, va se battre pour gratter des minutes derrière les ailiers déjà présents. Donc oui, sur le terrain, les nouveaux venus peuvent rendre service, mais ce trade ne change pas vraiment le plafond de l'équipe, il rend surtout le projet plus lisible. Les Grizzlies perdent leur plus gros nom, mais au moins tout le monde sait dans quel sens l'équipe va, le développement. Voilà pourquoi le move se comprend côté Grizz, même si je dois le dire aussi, il laisse un goût un petit peu bizarre au fond de la gorge. Au final, Memphis accepte sans doute de perdre le trade sur la valeur pure pour gagner autre chose, un projet plus clair. Aucun pic, aucun gros prospect, aucun jeune à vrai potentiel pour Ja Morant. C'est assez brutal. Ça montre que sa valeur était au plus bas, mais les Grizzlies n'étaient plus dans l'idée de sauver le mythe Ja Morant. Ils voulaient sortir surtout, je pense, de cette situation pourrie, tourner la page et donner les clés à Boozer. C'est là que ce trade devient triste, mais finalement plutôt logique du côté de la franchise du Tennessee, alors que pour Portland, c'est plutôt l'inverse. Les Blazers ne font pas ce trade-là parce que tout s'emboîte parfaitement, soyons clairs, ils le font parce que le prix est très faible, aucun pic lâché, aucun jeune majeur sacrifié, aucun joueur central envoyé à Memphis. Ils transforment Jerami Grant, devenu un contrat lourd, et Chris Murray, qui restait un joueur de bout de banc, en Ja Morant. Même avec toutes les incertitudes autour de lui, un ancien All-NBA de 26 ans disponible pour si peu, forcément, c'est tentant. En gros, Portland fait venir une vraie étoile, mais une étoile cabossée, et basketballistiquement parlant, je crois que je peux un peu comprendre le sens. Le nouveau coach, Mika Nori, avait besoin de création extérieure de haut niveau. La saison dernière, l'attaque a beaucoup reposé sur Deni Avdija, avec un vrai rôle d'ailier organisateur. Mais s'ils en sont arrivés là, c'est que derrière, les Blazers manquaient parfois de créateurs fiables. Morant, dans sa meilleure version, apporte ça direct. De la vitesse, de la pression sur le cercle, et cette capacité à faire paniquer une défense sans avoir besoin qu'on mette un système en place pour lui. Donc ok, sur le papier, je veux bien, il peut y avoir de l'idée. Morant peut être le départ de plein de choses. S'il attaque le cercle, la défense est sur les talons. Si elle se focus trop sur lui, Lillard peut punir de loin. Autour de lui, Avdija peut faire le lien, Klingan poser des écrans, Camara couper et défendre, Sharp courir dans les espaces. Là oui, tu vois assez vite ce que ça peut donner, une version de Portland plus rapide, plus explosive, plus imprévisible. Mais ça, c'est la version tableau blanc, avec un feutre tout neuf, où tout est rose, tout est beau. Mais dans la vraie vie, je trouve ça moins joli. Damian Lillard revient d'une rupture du tendon d'Achille à 36 ans. Il reste un shooter immense, ok, mais c'est aussi un joueur qui aime avoir la balle. Morant, pareil. C'est pas un mec que tu poses dans un corner en mode « attends ton shoot » et souris. Sa force, c'est d'attaquer, provoquer, créer, faire reculer la défense. Donc assez vite, Portland devra répondre à une question simple. C'est qui le vrai patron de l'attaque? Et si la hiérarchie n'est pas claire, ça peut créer des embouteillages partout. Derrière Morant et Lillard, il y a déjà Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharp. Holiday peut encore défendre fort et stabiliser un groupe. Scoot a besoin de ballons, de minutes, de responsabilités pour progresser. Sharp aussi a besoin de volume. L'arrivée de Morant ajoute du talent, oui, mais elle perturbe l'ordre établi. Et surtout, il y aura sûrement pas de place pour tout le monde. Et au milieu de tout ça, Scoot, c'est vraiment le dossier qui me travaille le plus.
Portland avait déjà ramené Lillard, donc la place de scout était moins évidente. Avec Morant en plus, ça devient vraiment flou. Si Dame revient en forme, il va devenir quoi? 6ème homme, asset de trade, meneur d'avenir qu'on développe quand même tranquillement? Là, j'en sais rien. Morant va forcément lui prendre des minutes, des ballons et une partie de l'attention qui aurait pu aller vers lui. Puis aussi un sujet délicat dont il faut parler, la défense. Il va faire comment Mikanori? Un duo Lillard-Morant, offensivement, ça peut faire lever une salle. Défensivement, ça peut aussi faire lever le coach, mais pas pour les mêmes raisons. Lillard était déjà ciblable avant sa blessure, et ça risque d'être encore pire à son retour. Morant n'a jamais été un défenseur fiable sur la durée. Alors oui, Portland a de quoi compenser. Klingan dans la raquette, Camara sur les gros extérieurs, Avdija avec sa taille, Holiday avec son expérience. Mais en NBA, si tes deux arrières titulaires se font cibler en boucle, surtout en playoff, tu finis par payer l'addition. C'est bien pour ça que j'ai du mal à croire que le GM Joe Cronin s'en arrête à ça. Financièrement, Portland se sépare du contrat de Grant, mais récupère celui de Morant qui est encore plus violent. L'engagement n'est pas non plus hyper long, mais il est lourd, et avec Lillard, Holiday, Morant, Scoot et Sharp, le roster paraît trop chargé. À mon sens, soit Portland a déjà une idée derrière la tête, soit il démarre avec un puzzle qui semble vraiment bizarre. Je veux bien comprendre le pari, mais j'ai peur que, au moins dans le vestiaire, il apporte énormément d'inconfort. Si Morant retrouve son explosivité, joue régulièrement, accepte un cadre et que Portland ajuste bien autour de lui, le plafond de l'équipe monte d'un coup. Mais s'il reste fragile, irrégulier, moyen au tir, compliqué à intégrer, là, ce trade peut aussi secouer un groupe qui commençait à retrouver une certaine logique. C'est ça le truc. Portland n'achète pas une certitude, Portland achète un peut-être. Ce genre de risque, parfois ça change tout, mais parfois ça te met dans un bordel duquel il devient super difficile à sortir. Du coup, c'est pour ça, quand je veux faire le bilan, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est paradoxal. Ok, Portland récupère le meilleur joueur du trade, on va pas faire les originaux et dire l'inverse. Même avec toutes ses limites, Ja Morant reste le plus gros nom et le joueur avec le plus de talent de ce deal. Les Grizzlies, eux, confirment surtout leur nouvelle direction en tournant une page énorme. Donc oui, niveau talent pur, les Blazers sont gagnants, mais sur la cohérence, c'est déjà moins évident. C'est bien pour ça que sur ce coup-là, au moins à chaud, j'ai du mal à me dire qu'on est sur un vrai win-win. Côté Grizzlies, la faiblesse de la contrepartie reste violente. Avec Ja, on parle quand même d'un joueur de 26 ans, 2 fois All-Star, All-NBA, qui a déjà été le visage d'une franchise à plus de 50 victoires. Même avec son contrat, ses blessures, son image, ses dérives et ses dernières saisons compliquées, le voir partir sans capital de draft en retour, ça raconte une chute de valeur complètement ouf. Le truc, c'est que si les Grizz l'ont bradé comme ça, c'est bien probablement parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Et je peux comprendre, Morant, ça fait 3 ans qu'il passe plus de temps sur le côté que sur le terrain. Son efficacité a baissé, et l'image qu'il s'est construite est catastrophique. Payer un joueur avec une attitude pareille, près de 90 millions sur les 2 prochaines saisons, ça fait pas forcément envie. Beaucoup d'équipes ont dû se dire, le talent est énorme, ok, mais c'est beaucoup trop risqué. En fait, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir avant toute autre chose. La franchise du Tennessee était vraiment prête à tout pour passer à l'étape suivante. Même si ça doit piquer fort de perdre Ja Morant comme ça, au moins Tuoma Cizalo va pouvoir commencer sa nouvelle saison avec un roster sain. C'est triste, c'est bradé, mais c'est cohérent. Les Grizzlies tournent la page d'un dossier qui finalement, avec le temps, est devenu bien trop lourd. Et côté Blazers, ok, ça fait un gros nom de plus, mais maintenant, c'est quoi le projet ? Faire venir Morant pour si peu, c'est difficile à critiquer, mais maintenant, j'aimerais bien mieux comprendre quels sont les objectifs de la franchise. Ok, Ja débarque, et peut-être qu'il va pouvoir en profiter pour se remettre en question, pour se refaire une image, mais vu le personnage, c'est légitime d'avoir des doutes. Puis tu fais quoi avec tous tes arrières ? Tu fais quoi avec un Lillard de 36 ans qui, après sa grosse blessure, ne retrouvera probablement jamais son niveau? Et tu fais quoi avec Jrue Holiday et Scoot Henderson? Là, je pense qu'il y a limite plus le choix, il va falloir se montrer actif sur le marché des transferts. Dans ce contexte, je pense que Scoot est le nom le plus évident à surveiller, parce que son rôle devient vraiment flou. Holiday pourrait aussi intéresser des équipes qui cherchent un vétéran expérimenté, mais derrière Ja et Dame, t'as sûrement besoin de sa défense. Sharp peut faire partie d'un gros package également, pourquoi pas, mais si Portland garde le roster tel quel, j'ai du mal à voir une hiérarchie se dessiner, et quand il n'y a aucune hiérarchie naturelle, les problèmes peuvent arriver très vite. Donc mon bilan à chaud, il est assez simple. Memphis fait un trade triste, mais plutôt logique pour gagner en clarté. Par contre, avoir vendu Morant pour si peu, avec le recul, dans quelques années, ça pourrait bien leur faire mal au derrière. Les Blazers, eux, tentent un pari fou, risqué, mais pour l'instant, c'est un petit peu brouillon, on a du mal à voir où ça va. J'aime pas trop dire ça, mais j'ai bien peur qu'à terme, on se rende compte que ce deal, finalement, est perdant-perdant. Pas parce que les deux franchises sont foutues, mais surtout parce que j'ai l'impression que dans cette histoire, personne ne ressort avec une situation vraiment propre. Maintenant, évidemment, ce verdict peut bouger en fonction de ce qui se passe dans les prochains mois.
Si Morant retrouve son explosivité, joue régulièrement, accepte un cadre et que Portland équilibre son roster, oui, on pourra parler de braquage pour les Blazers. Si Memphis retrade Grant, développe Boozer et fait grandir son nouveau projet, ils diront que c'était le prix à payer pour repartir de l'avant. Mais là maintenant, j'ai surtout l'impression d'un trade nécessaire pour l'un, opportuniste pour l'autre et finalement rassurant pour personne. C'est peut-être ça le résumé le plus juste au final. Logique, oui, pour les deux teams même, mais vraiment pas rassurant, pour personne. Mais vous, honnêtement, vous en pensez quoi de tout ce bazar? Pour Portland, par exemple, c'est un pari malin ou alors une autodestruction assumée? Et côté Memphis, tournez la page Morant pour une si faible contrepartie, vous arrivez à comprendre, vous, ou alors vous avez du mal à digérer? Dites-moi tout ça en commentaire, c'est plutôt rare, mais sur ce coup-là, je me sens assez pessimiste, alors j'ai vraiment hâte de connaître vos ressentis. Ensuite, si vous voulez aider la vidéo, pensez vraiment à la booster, ça la pousse de ouf dans l'algorithme, et ça m'est super utile. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous également à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que l'été s'annonce assez fou avec tout ce que je vous ai prévu. Merci pour tout la team, prenez soin de vous, et nous, on se retrouve direct juste en dessous, comme d'habitude, dans la section commentaires.